Eh chef, tu sais, depuis que je suis devenu mangavore, tu sais, j'ai arrêté véganisme, omni, tout ça. Tu sais, je suis devenu mangavore, maintenant je me nourris que de manga. Mais ça fait une semaine, j'ai rien trouvé à mettre sous la dent. T'aurais pas un bon manga là, tu sais, un bon manga à dévorer? Toriko? Ouais, je pense que ça devrait me caler une dent creuse. Je remercie tous les mangas du monde entier pour cette lecture. Toriko est un manga de 43 tomes écrit et dessiné par Mitsutoshi Shimabukuro. Publié en France par Kazé, il a eu le droit à un animé de 147 épisodes, lui aussi édité par Kazé en France, mais là seulement les 49 premiers épisodes. L'histoire raconte les aventures de Toriko qui se déroulent dans un monde imaginaire où le goût et la texture des aliments sont très importants. L'intrigue se centre autour de Toriko, chasseur d'ingrédients, qui poursuit une quête de menu parfait, qui serait composé de tous les meilleurs plats existants à travers le monde. Il doit cependant faire face à une nature extrêmement hostile, sans compter la Gourmet Corp qui cherche à s'accaparer tous les ingrédients du monde. Toriko, c'est le manga de la démesure. Le maître mot de ce manga, c'est la démesure. Honnêtement, je devrais faire un compteur démesure parce que je sais pas combien de fois je vais dire le mot démesure dans cette vidéo. Rien que la première apparition de Toriko, c'est de la démesure. Quand on le voit, il est assis sur une falaise en train de pêcher. Il s'enquille une bouteille de cognac de 50 degrés. D'un coup, il allume un cigare en claquant des doigts et sa canne à pêche, c'est une putain de barre de fer de 20 tonnes avec un câble d'ascenseur et il pêche avec une putain de sauterelle qui fait 10 fois sa taille pour pêcher un poisson qui fait 100 fois sa taille. Rien que là, on pose les bails de la démesure, mais c'est que le début. Si on regarde la carrure du personnage, bon déjà, il a une carrure d'enculé, il est tout en muscle le mec, mais si vous regardez les statistiques du personnage, il fait 2,20 m pour 230 kg. Oui, c'est un beau bébé. Le personnage de Toriko est complètement surréaliste et démesuré, mais le personnage de Toriko est à l'image de son univers, surréaliste et démesuré. L'une des premières missions dans Toriko, c'est qu'il doit récupérer un fruit arc-en-ciel qui est gardé par des trolls Kong. Les trolls Kong, pour faire simple, imaginez King Kong avec 4 bras. Voilà. Donc ces trolls Kong, ils sont dans un enclos, ils appellent ça le biotope, et l'enclos, c'est le mur dans Shingeki no Kyojin. Et ben Toriko, il te le défonce avec un clou de poing. Je vous l'ai dit, des mesures. Et le pire dans tout ça, c'est que ce mur de Shingeki no Kyojin, c'est qu'une petite barrière par rapport à l'immensité du monde de Toriko. Tout va être de plus en plus gros, de plus en plus tape à l'œil, de plus en plus impressionnant et de plus en plus démesuré. Et cette démesure, on la retrouve aussi dans les combats. Dans Toriko, on symbolise la puissance par des entités dignes de stand. Et c'est chouette. Quand Toriko est face à une créature qui est plus faible que lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit le stand, la créature, l'entité de Toriko, qui est gigantesque et qui voit la créature dans son assiette en train de se dire « Je vais commencer par quoi? Je vais être boulotté par la queue ou par la tête ?» C'est pour montrer que le personnage est tellement puissant que la créature qu'il va affronter, qui est bien plus grosse que lui, eh bien, c'est qu'un petit nuggets dans son assiette. Alors, ces entités, ces stands, c'est de l'intimidation. Et cette intimidation, des fois, elle arrive à surpasser l'adversaire. Alors, des fois, il est tellement faible que Toriko, il va le boulotter, il est dans son assiette. Mais des fois, il a un petit peu de challenge. Et l'entité, l'intimidation, elle apparaît et elle écrase complètement l'adversaire. On a l'impression que cette intimidation prend vie comme si c'était un stand et qu'elle est en train de dire « Ferme ta gueule, je vais te boulotter dans quelques minutes. » Alors, ferme-la. Et ça, franchement, c'est super stylé. Et comme j'ai dit, c'est super graphique. Il y a plein de scènes où tu vois cette intimidation. On a l'impression qu'elle est à côté de Toriko et qu'elle va bouffer les créatures. C'est génial, c'est génial.
Et lorsque Toriko va affronter des gars qui sont quasiment aussi forts que lui, qui eux aussi ont cette intimidation, ces stands, eh bien, quand ils vont s'affronter et qu'il y a des gens lambda qui vont voir ce combat, ils vont juste voir ces intimidations, ces stands, ils vont se dire « Oh putain, je suis dans la merde, là il y a Godzilla et King Kong qui s'affrontent, c'est un putain de combat de kaiju, et tu sens vraiment la démesure entre les gourmet hunters, les bishokuya comme on dirait en japonais, et le commun des mortels qui voit ces titans s'affronter et se disent « Ah non, je suis vraiment pas du même niveau qu'eux, je suis pas dans le même délire qu'eux ». Et on a aussi des passages où les personnages sont tellement forts que quand ils rencontrent une créature, il y a leur intimidation qui apparaît et qui boulotte la créature pour montrer que les personnages sont tellement forts que ce qui est en face d'eux, c'est qu'un nuggets. Ça montre encore une fois toute la démesure des personnages. Pour revenir à l'univers de Toriko, pour moi il est riche et il est digne d'un Hunter x Hunter ou d'un One Piece. Il n'y a qu'à voir la première page de Toriko où on dirait limite la première page de Hunter x Hunter. Et je fais un gros bravo à l'animé qui a su capter un petit peu cet univers farfelu et à chaque début d'épisode il nous présentait des facettes du monde de Toriko qui sont pas du tout canon, mais pour moi ils font partie de l'univers de Toriko parce que dans Toriko tout est possible, qu'on me dise qu'il y a une fontaine où il y a le whisky qui tombe, qu'il y a une fontaine où il y a du coca qui tombe, qu'il y a des cochons volants qui font pleuvoir du whisky, j'y crois. Qu'il y a des bananes qui sont en chocolat, j'y crois. Tout est possible dans Toriko. L'univers, c'est l'imagination, c'est génial. Donc oui, dans Toriko, ça part dans tous les sens. Et que l'auteur ait permis à ses fans qui avaient des idées de créatures de les incorporer dans son univers, je trouve que c'est une très bonne idée parce que déjà l'auteur a pu s'épargner le travail d'imagination de créer des milliards de bestioles, il a laissé un terreau inépuisable. Ces fans qui ont des idées tous plus farfelues les unes que les autres, mais ces idées farfelues vont dans l'univers de Toriko parce que dans Toriko, tout peut exister. Quand tu me dis qu'il y a un cochon qui a le goût de la papa, j'y crois. Quand tu me dis qu'il y a une banane qui, quand tu la presses, ça a le goût de whisky, j'y crois. Parce que dans Toriko, tout peut exister. Donc des fans qui écrivent n'importe quoi, tout et n'importe quoi, j'y crois. Et grâce à ça, l'auteur, il a pu s'épargner, donc je me répète, de se créer un vestiaire gigantesque. C'est ses fans qui l'ont fait à sa place. Et lui, il a pu créer un univers crédible. Enfin crédible, de toute façon, c'est complètement n'importe quoi, Toriko, au niveau de l'univers, mais il a pu créer des histoires plus intéressantes, développer un peu ses personnages, parce qu'il s'est épargné ce travail. Et ça, c'est une très bonne idée, franchement. Il était très malin sur ce coup. Enfin, malin, s'il n'avait pas fait ça, il aurait été très con aussi. En plus, dans Toriko, bon, on est dans un shonen, donc qui dit shonen dit démesure, dit que tout va être de plus en plus impressionnant. Par exemple, les créatures, la première que Toriko capture, c'est un crocodile qui a un niveau de capture de 5. Un niveau de capture de 5, ça veut dire qu'une créature peut détruire un tank. Et je vais pas vous mentir, 5, c'est des petits joueurs, parce que plus l'histoire va avancer, plus il va y avoir de créatures dangereuses, plus grosses, plus cornues, plus griffues, et on va finir limite à des combats de Monster Hunter. Sans vous mentir, vers la fin, les créatures elles sont tellement gigantesques, et leur niveau de capture c'est n'importe quoi, ça dépasse les 6 chiffres. T'imagines qu'est-ce qu'il faut pour les arrêter? 6 chiffres! Même en ramenant toute l'armée du monde, ils n'arrivent pas à arrêter des créatures qui ont moins que ça. Et encore une fois, c'est dans le délire de l'histoire. Le délire de l'histoire, pour moi, c'est la démesure. Parce que je vais vous le dire, voir un petit personnage haut de 2 mètres de haut, voire plus, affronter une créature qui, sans mentir, est aussi grosse qu'une montagne, voire de l'Himalaya, et l'affronter à armes égales, je vais pas mentir, il y a un petit côté défouloir, et putain, tu passes un bon moment. En plus, ce défoulement va crescendo vers la fin du manga, sans mentir, les mecs ils sont tellement puissants qu'ils terraforment la Terre. Pour eux, la planète Terre, c'est qu'un terrain de jeu. Ils se battent pas sur de la Terre, ils se battent sur la Terre. Les mecs, ils se balancent des pôles sur la gueule, limite, ils vont prendre des soleils et se les balancer dessus. Ils sont tellement puissants que c'est plus Dragon Ball des fois au niveau des combats que Dragon Ball. Les mecs, à la fin, ils sont tellement puissants, ils peuvent couper la Terre en deux. C'est Narmol. Le niveau de Toriko, vers la fin, c'est de la démesure totale. Les mecs, ils se battent, mais tu sais même plus comment ils font pour que la Terre, elle soit pas explosée. Bon, maintenant, je vais aussi parler... Bon, je l'ai un petit peu fait en parlant de ces créatures, mais je vais parler d'un aspect important, parce qu'on est dans un shonen, c'est les combats.
Bon, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà un petit peu fait avec les créatures, mais là, on va vraiment rentrer dans les techniques, les capacités et tout ce qui se tourne autour de ça. Comme vous l'avez compris, dans Toriko, les combats sont assez violents. Vers la fin, les mecs, ils terraforment la Terre, donc forcément, les combats, oui, ils sont violents. Et ils sont aussi assez sanglants. Genre, la première mission de Toriko, c'est d'affronter le Galala Crocodile. Et ça se finit avec Toriko qui tranche la tête du dit crocodile pour ensuite le manger. Mais la violence n'est pas juste là pour être cool, c'est pas juste massacrer des monstres pour le plaisir. Lors de la seconde mission de Toriko, quand il affronte les Troll Kong, eh bien les Troll Kong, ils ont un sale goût. Et Toriko, il les tue pas. Parce que Toriko, quand il tue des créatures, c'est pour les bouffer. S'il bouffe pas, il tue pas. Et je trouve que mettre des messages sur la surconsommation, qui est un problème assez important dans notre monde, dans un shonen, ben je trouve ça couillu. Car dans Toriko, d'accord, il y a des gros monsieur qui savent dessus, mais il y a aussi des messages hyper importants et super sains. Genre par exemple, on t'apprend à respecter tes aliments, le non-gaspillage, apprécier ce qui est bon. Ça va tellement loin dans le délire qu'il y a même un arc entier dans le manga où ils apprennent le respect gourmet, le respect de la nourriture. Et tout ça pour devenir encore plus fort. C'est génial, honnêtement c'est génial. Alors pour en revenir au fight et à la violence, parce que bon, à la base c'est de ça dont on parlait, eh bien, spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors dans Toriko, j'ai déjà dit, mais il y a des combats entre humains. Et des fois, ils sont assez impressionnants, voire sanglants. Et les personnages vont physiquement perdre un membre. Genre, il y a des combats où à la fin, Toriko, il a un bras en moins. Et je vais dire une autre chose, c'est que dans le monde de Toriko, perdre un bras, c'est pas grand chose. Parce que comme dirait Yosaku, le grand régulateur gourmet, recoller un bras, c'est facile. Le faire repousser, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est possible. Alors oui, ça atténue la violence de se dire que, quoi qu'il peut arriver au personnage, de toute façon, leurs membres vont repousser, vont être collés. Voilà, d'accord, c'est violent, mais c'est tout. Mais, je vais quand même être sincère, la première fois qu'on voit Toriko perdre son bras, ça fait quand même un putain de choc. Et ça reste super sanglant. À côté de cette violence, on a aussi des combats avec des techniques assez surprenantes. Alors, hormis les 4 rois qui sont liés au sens humain, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher, eh ben ces personnages-là, ils ont quand même des techniques assez originales. Je dis pas qu'ils sont inédites, hein, parce que je pense qu'il y a des personnages qui utilisaient déjà ces techniques-là, mais quand même, la façon dont c'est foutu, c'est quand même assez original, moi je trouve. Toriko, dont les techniques sont inspirées du couteau et de la fourchette, et qui balance des putains de coups de poing, donc en fait c'est juste, il envoie des points en rafale. Il y a Coco qui se bat avec son poison, il y a Sonic qui a des techniques capillaires, et Zebra qui a son pouvoir vocal. Et en plus de ses pouvoirs assez originaux, il y a aussi la représentation des techniques. Comme Toriko est un monde lié à la bouffe, eh bien, je vais pas vous mentir, mais les techniques et les représentations des attaques sont liées à la bouffe, donc à savoir des ustensiles de cuisine. Toriko, comme j'ai dit, il se bat avec son couteau et sa fourchette. Sunny, avec ses cheveux qui renvoient les attaques, eh ben, il a une spatule. Et Takimaru, dont l'attaque permet d'attraper les objets, eh bien, c'est un tire-bouchon. Alors je vais pas tous les faire parce que je pense que vous avez saisi l'idée, mais voilà, il y a plein d'attaques qui sont représentées par des ustensiles ou des trucs pour bouffer quoi. Et l'auteur a aussi de sacrées coronesses, car il lui arrive même de faire des duels dignes d'un Jojo. Genre par exemple, il y a un arc dans Toriko qui s'appelle l'arc du casino gourmet, où les personnages jouent aux cartes. Ça dure qu'un seul tome ou 2 tomes, et je salue l'idée, car mettre ce genre d'idée dans son récit, franchement, c'est couillu, parce que qui penserait en lisant Toriko qu'il va voir un arc avec du casino? Personne! Allez, passons au plat suivant, et on va parler de ce qui symbolise l'énergie dans le monde de Toriko. Ici, pas de nen, pas de ki, pas de chakra, pas de haki, non, cette bonne vieille calorie. Alors c'est expliqué assez tard dans le manga, vers le tome 15, que Toriko se bat en utilisant ses calories et que pour faire une attaque, il utilise par exemple 500 000 kilocalories et que en lui, il a une réserve de 3 millions de kilocalories. Alors, à titre d'exemple, je suis allé faire une recherche, un Big Mac, c'est 503 kilocalories.
Donc quand Toriko fait une attaque, il brûle l'équivalent de 1000 Big Mac. Allez, pour le plaisir, des mesures. Alors je me le répète, mais cette explication au niveau des calories vient assez tard dans le manga, et en plus on en reparle quasiment plus du tout après, mais il y avait déjà une genèse au tout début du manga durant l'arc du poisson Fugu avec les pouvoirs de Koko. Lors de l'arc du poisson Fugu, Koko, qui maîtrise le poison, va sécréter du poison. C'est un petit peu comme ça qu'il se bat. Donc c'est un petit peu comme s'il transpirait, s'il crachait, s'il pissait. Sauf qu'il pisse, il crache et il transpire du poison. Et lors d'un combat, il dit qu'il va utiliser 15 litres de poison pour un poids de 100 kg. Donc soit 15% de sa masse en poison. Et il y a une explication qui nous dit que quand un être humain perd 4% de son poids en eau, il est en déshydratation. Quand il en perd 8, il est cliniquement mort. Et Koko va gaspiller 15% de son corps. Donc théoriquement, il est démesuré au niveau de ce combat. Et à l'époque, on était au 3e arc, soit le tome 2 ou 3. Et cette petite explication scientifique qui sert absolument à rien vient m'amener à parler d'un point faible du manga. L'auteur explique tout. Genre à chaque fois qu'un personnage va faire une attaque, à chaque fois qu'il va avoir une réaction physique ou psychique, à chaque fois qu'il va y avoir une attitude d'un animal, il va essayer de nous l'expliquer, nous dire que c'est lié à telle créature, c'est lié à tel truc. Il y a beaucoup trop d'infos. Il y a des passages entiers où il va expliquer des réactions des personnages physiques, dire comment ça se passe dans leur cerveau, dans leur corps. Et des fois, on a envie de lui dire « Mec, ta gueule, c'est magique !» Ces explications, elles sont sympas, elles sont là pour nous montrer que les combats sont crédibles. Mais déjà que l'univers de Toriko est pas crédible, si tu veux essayer de me montrer des combats crédibles, c'est pas logique. Franchement, c'est pas logique. Et comme j'ai dit, ta gueule, c'est magique. Pas besoin de nous expliquer plein de choses. Par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple assez simple. Dans One Piece, lorsque Sanji, il fait sa jambe du diable pour la première fois, c'est super cool. Mais vous imaginez si Oda nous avait dit « Oui, alors à ce moment-là, Sanji est en train de tourner à 150 km/h. Alors en fait, c'est la vitesse de pointe des oiseaux de machin truc. Et il y a un frottement qui se fait entre sa jambe et le sol qui atteint en fait la... » On s'en bat les couilles. On voulait juste du spectacle. Il nous explique pas comment ça marche, Oda. On s'en bat les steaks de comment ça marche la technique de Sanji. Et ben en Toriko, il a pas compris ça. Il veut tout expliquer pour... je pense rendre ça crédible, mais des fois on s'en bat les steaks. Juste laisse-nous profiter et voir des fights stylés. On s'en fout comment ça marche les cheveux, comment ça marche les yeux. Juste du fight pour le fun. Et avec tout ça, je me rends compte que j'ai pas encore abordé l'un des thèmes forts de Toriko, à savoir la cuisine. Alors je vais être sincère avec vous, on n'a pas des duels de chefs épiques à la Shokugeki no Soma, ni des réactions faux folles. On a tout de même des réactions, mais c'est des réactions physiques. Genre, quand un personnage mange quelque chose, on va avoir un ressenti sur son corps. Comment il va ressentir l'aliment? Est-ce qu'il va être réhydraté? Est-ce qu'il va y avoir une meilleure circulation sanguine? Une meilleure facilitation du transit? Voilà, c'est ce genre de réaction qu'ils vont avoir. C'est pas genre, oh je suis toute nue et je monte mes nibards à l'air. Non, c'est vraiment... le corps qui évolue et qui a droit à un power-up. Dans Toriko, pour le power-up, il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. De temps en temps, il y a le pouvoir de la colère où je suis énervé, mais c'est très rare. Le power-up dans Toriko, c'est la bouffe. Le plus souvent, et même c'est tout le temps comme ça dans Toriko, pour devenir plus fort, faut que tu manges plus, faut que tu manges mieux, faut que tu manges, faut que tu grailles, faut que tu boulottes des choses, et comme ça tu deviendras de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Je kiffe cette idée. Et comme je parle de cuisine, eh bien il est temps de parler de Komatsu. Alors c'est vrai, en apparence, il est quand même moins stylé que les 4 rois, mais je vais être sincère avec vous, il est essentiel à l'intrigue, car c'est avec lui qu'on s'identifie au monde de Toriko, car il est normal, comparé aux autres personnages. Quand on arrive dans le monde de Toriko, tu vois Toriko, il fait 2m30, il fait 230 kg, honnêtement, personne s'identifie à lui. Alors que Komatsu, 50 kg, 1m60, ben honnêtement, il est quand même plus proche de mon poids de 100 kg que Toriko. Il est plus proche de moi au niveau de la taille que Toriko. Donc forcément, je m'identifie plus à Komatsu qu'à Toriko.
En plus, Komatsu, c'est un personnage qui ignore tout de l'univers de Toriko, alors que Toriko a déjà vécu pas mal d'aventures. Donc c'est à travers Komatsu qu'on va découvrir le monde de Toriko, découvrir les secrets, les techniques, tout ça. Toriko, il connaît déjà certains bails. Komatsu, il ignore tout, donc il découvre avec nous le monde de la gourmet, de la bouffe, de la bonne victuaille. En plus, sans Komatsu, le récit il est moins avancé, c'est comme si tu manges une bonne soupe, mais il manque la petite épice qui fait que tout le truc. Et en plus, sans mentir, Komatsu, il a des putains de phases épiques. Il y a des fois où il cuisine, t'as une putain de tension. Genre par exemple, le passage où il fait le mochi médical. Putain, comment il y a de la tension. J'avais tous les poils de mon corps qui se sont hérissés durant le passage. Pareil pour le tournoi de la cuisine. Il est oufissime ce passage. Car oui, dans Toriko, il y a même un arc tournoi avec des cuistots qui font de la cuisine. Et putain, c'est génial. Maintenant, on va passer au dessin et on va parler du style de Mitsuhashi Shimabukuro. Ce qui a pour moi été pendant très longtemps un moyen pour l'auteur de se démarquer des autres séries du Shonen Jump, c'est vraiment son style. À côté de tous ces shonen avec des jeunes et faibles, super beaux gosses, et avec des coupes improbables, on a Toriko qui est musclé comme un Kenshiro. Quand on lit Toriko qui a une musculature Okuto no Kenesque, on a un style assez old school. Et quand on voit le faciès des personnages et les combats, on est souvent de retour dans les années 90. Il y a un truc dans Toriko, quand je lis Toriko, il y a un petit truc, j'ai l'impression de relire un Okuto no Ken, un Dragon Ball, un Senseiya. Il y a ce petit truc cool, sans prise de tête. Bon, sauf quand il explique les techniques des personnages. Mais à part ça, c'est cool à lire. Par contre, l'auteur semble ne pas du tout savoir dessiner les personnages féminins, déjà qu'elles sont peu représentées dans sa série. Les rares qu'on voit sont assez sobres et pas du tout sexy. Alors, en revanche, il adore dessiner les vieux hyper stylés. Je sais pas pourquoi. Alors je vais en revenir à ce que je disais un petit peu en début de vidéo avec la démesure, tout qui est de plus en plus grand. Et bien dans les décors de Toriko, eh bien c'est toujours aussi démesuré. Tous les environnements sont de plus en plus grands, de plus en plus improbables. En plus de ça, Shimabukuro talonne Oda au niveau des décors, hein, parce qu'il y a quand même des décors de fous furieux. Plage sublime, marée horrible, forêt incroyable, ville immense, terre gelée, l'incroyable et le fantastique sont toujours au rendez-vous, ainsi que la démesure. On a aussi droit à une imagination débordante de personnages, et des fois un peu trop, parce que honnêtement, se taper des chapitres entiers où on te présente plein de personnages, mais genre une cinquantaine, et que sur cette cinquantaine, il y en a moins d'un quart qui va être utile à l'histoire, ça fait chier, parce que, sans mentir, des fois ils présentent plein de personnages sur 8 pages, genre pendant 8 pages, t'as une présentation de plein de personnages, et les 3 quarts de ces persos, on va les voir dans un malheureux arc, et ils vont être dans le décor avec les badauds. Ça sert à quoi de présenter autant de personnages si ce n'est pour pas s'en servir? Alors, avant de conclure, j'aimerais poser une question. Pourquoi Toriko, ça a pas super bien marché? Certes, le manga a 43 tomes, et 43 tomes dans le Jump, c'est pas rien. Certes, le manga a eu le droit à un animé de 147 épisodes, c'est pas rien. Il y a combien de mangas à cette époque-là dans le Jump qui ont eu le droit à un tel traitement? Pas beaucoup. Et je pense pas me tromper en me disant que Toriko c'est sûrement l'un des derniers animés fleuves tirés d'un manga du Shonen Jump. Alors il y aura toujours Gintama et One Piece parce que bon, ils se termineront jamais ces mangas là. Il y aura toujours Boruto parce que c'est la machine Afrique et il faut toujours continuer Naruto. Il y aura peut-être Black Clover, mais pour l'instant on sait pas si c'est un animé fleuve, il y a peut-être 50 épisodes mais c'est tout. Toriko, c'est l'un des derniers animés fleuves d'un manga du Shonen Jump. Surtout que Toriko, j'ai pas l'impression que ça a été si foufou que ça durant tant d'années. Le manga a été poussé parce que l'auteur est un pote de Eiichiro Oda et qu'il a eu droit à des crossovers en manga avec One Piece. Il y a même eu des OAV où Toriko côtoie Luffy et Sangoku de Dragon Ball. Il y a combien de mangas qui ont le droit à ce privilège?
Et là, je pense pas me tromper en disant qu'il n'y en a eu aucun. Je pense que Toriko est le seul à avoir eu droit à ce succès. Et pourtant, malgré toutes ces aides, j'ai pas l'impression que Toriko, ça ait cartonné à fond la caisse au Japon. En France, j'ai pas l'impression que ça ait cartonné, et au Japon, je pense pas non plus. Et pour cette vidéo, je suis allé faire des recherches au niveau des classements au Japon, chose que je fais absolument jamais pour les Monsieur Mangas Présentes. Et j'ai appris que en 2011, il avait atteint son record, à savoir la 5e place des meilleures ventes de l'année, avec 4 600 000. Et que l'année suivante, il est tombé dans le top 10. Et qu'en 2014, il est descendu en dessous du top 30, sans jamais remonter. Donc en vrai, en 2011, il a dû atteindre son succès grâce à One Piece et Dragon Ball et au Fit. Et ensuite, ça s'est cassé la gueule. Et honnêtement, je pense que s'il avait jamais été poussé par One Piece et Dragon Ball, il serait peut-être jamais monté à la 5e place. Bon, après j'abuse un petit peu parce que en couplant le récit par rapport aux dates, 2011, c'est l'année de Zebra. C'est l'arc de Zebra et de la pyramide gourmet. Et c'est un arc de fifou. Et le truc, c'est qu'ensuite, on a enchaîné avec des arcs un petit peu moins bien. Le Casino Gourmet, que je kiffe, mais pour l'avoir lu de manière hebdomadaire en scan, c'était une purge à lire. Ensuite, on s'est tapé le Temple Gourmet avec le Respect Gourmet, et pareil, c'était une purge à lire en hebdomadaire. Quand je me les suis réenchaînés, j'ai kiffé. Mais de manière hebdomadaire, toutes les semaines, c'était impossible à lire, tellement c'était yanche. Et pour moi, je trouve que l'arc final, l'arc gourmet, qui était hyper attendu depuis 30 tomes, on te tease un truc de fou furieux, eh bien, pour moi, on n'en a pas assez vu. Il y a des zones qui ont été complètement zappées. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de développement à ce sujet-là, et finalement, on te torche ça en 10 tomes. J'ai l'impression qu'on a obligé l'auteur à se dépêcher pour finir la série, et c'était triste parce qu'il y avait des bonnes idées, et c'est allé super vite. Par exemple, quand les personnages se séparent pour récupérer les différents ingrédients du monde d'Acacia, eh bien, on nous montre pas du tout comment ils font. Ils reviennent dire, je les ai récupérés, voilà, ça s'est passé comme ça. Mets-nous au moins un chapitre ou deux. Pourquoi tu skips ça? Ça, pour moi, c'est un indice pour nous montrer qu'il a pas eu le temps, et qu'on lui a dit, dépêche-toi de finir ton récit. Parce que je pense qu'il aurait plus de temps, il aurait fait un chapitre entier. Il l'a fait pour Komatsu, pourquoi il l'a pas fait pour les autres? Parce qu'il devait se dépêcher de finir, c'est sûr et certain. Et à côté de ça, durant l'arc final, tu te tapes des révélations qui viennent comme un cheveu sur la soupe. Honnêtement, ça sent vraiment la fin précipitée. Alors, je pense pas qu'il y ait que ça, il y a peut-être aussi le style auteur, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais honnêtement, le style super musclé old school, c'est bien, j'aime bien. Mais je pense qu'après 43 tomes, au bout d'un moment, on s'en lasse, surtout que le style d'auteur évolue pas des masses en 43 tomes. Hein. Tu lis le tome 1, tu lis le tome 43, ça n'a pas évolué des masses. En plus, quand tu regardes d'autres auteurs comme Hirohiko Araki, le papa de Jojo de Bizarre Aventure, ou Shinichi Sakamoto, qui sont des adeptes de la musculature qui kiffaient Hokuto no Ken, avec le temps, ils ont abandonné ça. Donc quand même, Toriko, il a eu de la chance d'avoir 43 tomes de gros musclés. Et je vais aussi me répéter, il y a l'absence de personnages féminins, déjà qu'elles sont très peu représentées, les quelques-unes qu'on voit, elles sont assez sobres, et il n'y a pas de fanservice. Moi, je suis pas un adepte du fanservice, je dis pas qu'il faut que les filles soient avec des gros loches partout, mais il y a un écart entre les personnages de One Piece dans l'animé et les figurines qui ont des loches gigantesques, et dans Toriko, qui sont absentes. Il y a aussi un défaut qui peut être palpable dans Toriko, c'est la quête du héros. Toriko cherche à compléter son menu parfait. Son menu parfait est composé de 8 plats, dont le plat de résistance, le plat principal, c'est God. Et God, c'était le menu principal, le plat de résistance de Acacia, le dieu gourmet. C'est ce plat qui a arrêté une guerre il y a des siècles. Donc c'est le but du héros, c'est le One Piece du héros. God, c'est l'aboutissement de la quête de Toriko. Donc on sait pertinemment qu'à chaque fois que Toriko va ajouter un plat à son menu parfait, c'est une étape vers God, c'est une étape vers la fin du manga, c'est une étape vers l'aboutissement de la quête de Toriko, vers son menu parfait, et donc de la fin du manga, car quand Toriko aura complété son menu parfait, donc quand il aura God, c'est qu'il aura accompli son but, donc on sera à la fin du manga. Alors au début ça partait bien, au bout de quelques tomes il y avait déjà 3 plats, puis pendant 20 tomes, rideau.
plus de communication, et vers les 13 derniers tomes, Toriko récupère tous les ingrédients, et vers le dernier tome, il récupère les 2 derniers plats de son menu parfait. Et ça me gêne un tout petit peu. Alors ok, je suis d'accord pour qu'à chaque arc, on n'ajoute pas un plat au menu, mais passer 20 tomes, soit presque 200 chapitres sans rien ajouter, sans rien évoquer, il n'y a même pas un truc genre « tu vas l'ajouter à ton menu complet ?» Non, il n'y a même pas ça. Ça me fait grincer des dents. Et quand on se tape un arc, ils sont tantôt étranges, tantôt des entraînements qui apportent quasiment plus rien à la suite de l'intrigue, ça me fait grincer des dents. Parce que suivre une quête qui n'aboutit pas à un ajout du plat et de l'ingrédient chassé dans le menu complet, pour moi c'est hyper rageant parce que j'ai l'impression d'avoir suivi un arc juste pour un power-up. Parce que, d'accord, Toriko va devenir plus fort après cet arc-là, mais j'ai l'impression qu'il est juste devenu plus fort pour récupérer un prochain ingrédient. J'ai pas l'impression que sa quête est aboutie, j'ai l'impression que c'est juste des entraînements. Et se taper 20 tomes d'entraînement, au bout d'un moment, c'est un chouïa long. Et quand on prend en compte que l'objectif de Toriko c'est de compléter son menu complet, quand à la fin d'un arc il ajoute pas d'ingrédients à son menu complet, on a l'impression que durant 20 tomes, la quête du héros elle est mise en pause. Et ça encore une fois, ça me fait grincer des dents. Et tout ça, ça me fait grincer des dents jusqu'à l'avant-dernier chapitre où Toriko fait une méga fiesta et Komatsu prépare tout le menu complet de Toriko. Et en fait, à chaque fois, il y a des condiments qui sont ajoutés au plat. Et ces condiments, eh bien c'est quoi? C'est tous les trucs que Toriko a chassés mais qu'il n'a pas ajouté à son menu complet. Genre par exemple la pièce de viande, c'est un beau steak, mais à côté de ça, il y a plein d'ingrédients qu'il a chassés mais qu'il n'a pas ajouté au plat de viande. Alors, en plus, t'as un côté Madeleine de Proust où tu te remémores les 43 tomes en un seul chapitre, c'est super stylé, il y a un petit goût de nostalgie. Alors ça annule pas tout ce que j'ai dit avant, parce que lors d'une première lecture, on se tape quand même 20 tomes sans comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et quand on arrive à la fin, on comprend que ça a du sens. Mais quand même, faut se taper 20 tomes qui sont un petit peu un creux dans la vague. Alors peut-être que ça a du sens, peut-être que durant 20 tomes, l'auteur s'est dit hé hé hé, ils vont croire que j'ajoute rien, mais vous verrez, dans le dernier chapitre, vous aurez la larme à l'œil, vous verrez que j'avais tout calculé. Ça où en fait il voulait juste nous montrer qu'on était des gros fragiles en nous faisant revivre les 43 tomes en seulement 20 et quelques pages. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Alors, en conclusion de tout ça, Toriko, c'est un shonen old school avec des combats démesurément démesurés. Un monde farfelu qui saura être apprécié par les fans de One Piece ou de Hunter x Hunter. Alors, il y a quelques défauts mineurs. J'en ai fait tout un foin, mais c'est vrai que c'est des défauts qui sont perfectibles en hebdomadaire. Parce que honnêtement, en relisant les tomes pour cette vidéo, il y a des arcs que j'appréhendais. Genre par exemple le casino et l'arc de l'entraînement gourmet. J'étais en train de me dire, j'ai pas envie de les lire, je les ai lus d'une traite, et putain, j'ai surkiffé. Parce que y a pas cette appréhension de passer un an à se taper un putain de casino où les personnages jouent aux cartes, là tu t'enchaînes tout d'un coup, et tu surkiffes tout d'un coup. Mais ça n'enlève rien au fait que le dernier arc semble quand même bien précipité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.